là là, ils ont des cannes à pêche quoi. Je pense que la filtration ici, elle coûte plus cher que ma baraque. C'est un truc de fou. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai changé de vie et je suis aujourd'hui à l'accueil d'un aquarium public. Voilà, donc si vous voulez un ticket, c'est par ici et vous pouvez aller, sens de la visite, c'est par là. Qu'est-ce qu'on fait là? Je vais vous expliquer, mais déjà où on est, hein. On est à la station marine de Sorbonne Université, à Bagnoul-sur-Mer. Donc tout ce grand mot pour vous expliquer qu'en fait ici, c'est à la fois un aquarium public d'un côté et à la fois un centre de recherche autour de la mer de l'autre. On est juste face à la Méditerranée, le site est magnifique. Et ici, c'est très cool déjà, parce qu'on est tout seul. Ils nous ont ouvert leurs portes que pour nous, donc un privilège énorme. Vous allez voir, c'est trop cool. Et en plus, il y a vraiment le côté aquarium public est vraiment magnifique. Vous allez voir, les bacs sont superbes, mais aussi le côté recherche est hyper intéressant. Il y a plus de 200 personnes qui travaillent ici, donc au sein de la recherche autour de la biologie marine. Donc ça fait quand même pas mal de monde, des gens qui viennent de toute la planète, des échanges, des universitaires, des scolaires. Bref, c'est une ruche scientifique autour de la biologie marine et c'est trop cool qu'on puisse avoir accès que pour nous, que je puisse vous ouvrir les portes et vous montrer tout ça que pour vous. C'est un privilège énorme. Donc on va démarrer la visite tout de suite. Vous allez voir, on va rencontrer plusieurs personnes qui vont nous parler de leur métier et de ce qu'ils font ici. Vous allez voir des poissons magnifiques, des coraux au top. Bref, attention, grosse vidéo tout pète. C'est parti les amis, on y va. Qui sont impeccables. On va discuter avec Julien. Julien, il est en charge de toute la gestion de l'aquarium, du côté aquarium public. Donc, on va lui poser plein de questions. J'ai 1 milliard de questions à lui poser. Déjà, comment il fait pour avoir un aquarium si propre, hein. Et ensuite, on va lui demander qui a rayé la vitre. Voilà, ça, je ne sais pas s'il sait. Mais en tout cas, il y a plein de trucs à lui demander. Et c'est vraiment, putain, c'est impressionnant. C'est magnifique. Donc ici, il n'y a vraiment que des animaux de Méditerranée dans le côté aquarium public. Et j'avoue que je suis bluffé. J'ai fait un petit tour un peu pour regarder l'étendue du bonheur, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que je suis halluciné de la diversité des coraux et des poissons de Méditerranée. J'avais l'impression qu'en Méditerranée, il y avait du mulet, de la dorade et des sars. Et ben en fait, il y a plein d'autres trucs, quoi. Donc il n'y a pas que cette petite raie magnifique. Vous allez voir, il y a plein de coraux, plein de trucs. Et je pense que tu vas apprendre plein de trucs dans cette vidéo. C'est parti, je vous présente Julien. Julien, merci beaucoup de cet accueil. Franchement, c'est trop la classe de pouvoir faire un aquarium alors qu'il n'y a personne. Je suis trop content. Bon, les bacs, déjà, je les trouve hyper impressionnants. Déjà, ce qui est fou, c'est qu'aucun aquarium n'est pareil. Dans le design, dans la forme et tout, il n'y en a aucun qui est pareil. Tout à fait, ouais. Combien de litres là-dedans? Alors là, il y a 40 mètres cubes. Ah, 40 000 litres, quoi. Ouais. Ok, pas mal. Donc là, c'est que des animaux de Méditerranée. Exactement, tous les animaux qu'on a, poissons et vertébrés, tout est présent sur la côte catalane. Ok, ah, il y a un mérou là-bas. Oui. Ah, c'est un mérou terrible. Les coraux là qu'on voit, c'est quoi? Donc là, c'est des unicellas, c'est des gorgones blanches. Ok. Donc on a pas mal d'espèces. Donc là, sur les gorgones, après, il y a des éponges. Ok. Donc là, on est Ah pas sur ouais, les coraux, génial. les spongiaires. Ok. Il y a différentes espèces voilà, d'invertébrés, donc en faune fixée, c'est un bassin qui est quand même déjà assez peuplé. Oui. Ah, il est balèze, il y a du monde hein, quand même. Hein. Je trouve que le bassin est impeccable. Tu nettoies comment? Tu plonges dedans? Alors il y a 2 plongées par semaine, du coup Ok. on est 3 dans l'équipe, il y a 2 soigneurs plongeurs avec moi. Et D'accord. donc on a 2 plongées par semaine, lundi et jeudi en général. D'accord. Qui sont des plongées d'entretien basiques, nettoyage vitrage, décor, sable. Ok. Et on a un petit peu des pompes, voilà, une partie technique cachée voilà, qu'on nettoie un petit peu. C'est impeccable. Les poissons, ils flippent quand tu plonges? Non, maintenant ils sont habitués. Alors en plus, Ok. on a des raies, donc là des raies pastonagues qui sont dans ce bassin. Et donc on a certains animaux comme les raies, le mérou justement, tu en Ok. parlais. Ouais, il vient de voir et tout. Les Ça, c'est des raies picorons. pastonagues. Ça, c'est les raies pastonagues. Mais ça devient énorme une raie pastonague, non? Alors celles-ci, elles sont par rapport aux espèces tropicales, elles deviennent quand même moins Ah d'accord, il y a la imposantes. pastonague de Méditerranée qui reste plus Voilà. petite que la pastonague Il y a tropicale. plusieurs Ok. espèces voilà, de pastonagues. D'accord, ok. Mais elles sont encore jeunes, elles vont grossir encore. Putain, il est magnifique ce bac. C'est votre plus gros aquarium, ça? C'est le plus gros bassin qu'on a. Putain, il est tout à fait. impressionnant. On commence par du lourd. Là-bas, tout à l'heure, j'ai vu un truc. Je n'étais pas prêt. Je savais même pas qu'il y avait ça. Qu'est-ce que c'est que ces poissons? Tu vas nous parler de ça, Julien. Franchement, mais c'est sublime. Et oui, alors c'est des anthias, donc c'est le barbier commun, Ok. anthias. Donc en aquario, vous connaissez Anthias quamipinis, enfin il y en a plein, les tuctas, les Anthias, il y en a plein des Anthias tropicales, mais il y a des Anthias en Méditerranée. Exactement. Incroyable. Donc, alors il y a d'autres espèces aussi d'anthias. Celui-ci, c'est l'anthias qu'on peut croiser
Voilà, en 15-20 mètres, à partir de 15-20 mètres, on commence à. Ah, ça vit pas en surface quoi. C'est pas surface, Faut voilà. descendre. Souvent, c'est au-dessus des épaves, donc c'est 30, 40, 50 mètres D'accord. sur le coralligène. Et on a les mâles dominants, donc là, ils vont remonter un petit peu. Ok. Qui effectivement ont des couleurs qui ont rien à Ah, ils envier sont au tropical. impressionnants et même quand tu vois les nageoires et tout, les poissons, il est ultra majestueux. Ouais. C'est quoi ça? C'est magnifique ça. Et donc ça, c'est la coquette, c'est un labre, Ok. Labrus imaculatus. Donc c'est un mâle qu'on a eu femelle. Il a changé de sexe il y a 3 ans à peu près. Donc il a changé. Ah, vous Il l'avez était eu femelle et voilà. il est devenu mâle. Il Chez est les- devenu mâle. Ok, donc chez les poissons, ça arrive assez souvent. commun. Et il y en a parfois qui peuvent même se reverse. Il peut revenir femelle ou pas? Alors non, lui il va rester mâle. Ok, maintenant. ok, Mais donc effectivement, il y a certaines espèces qui peuvent. Qui se reverse. Putain, il est changer. magnifique. Hein. Et on sait pourquoi il est devenu mâle? Alors c'est dans son C'est dans son délire, évolution, quoi. c'est Ok. dans son évolution classique. Et la particularité, c'est que là il a la tête un peu blanche et le corps noir. Tout simplement, c'est sa robe nuptiale. Il est en période de reproduction. Ah, ok. Donc il a voilà une coloration. Il a envie un de peu pécho en ce particulière. moment, il s'est fait beau gosse. C'est Et c'est ça, vrai qu'il est c'est très ça. très beau. Hein. Franchement, il est C'est ça. magnifique. C'est très beau et très curieux. Ce qui est impressionnant, c'est que la plupart des aquariums publics, Julien, soyons honnêtes, les coraux ils sont en plastoc. Tu C'est vois. ça, c'est ça. Mais chez vous, non seulement ils sont vivants, mais en plus ils sont colorés. Alors qu'à quel moment il y a du corail coloré en Méditerranée? Perso, je débarque, hein, j'ai l'impression de. Je savais même pas qu'il y avait autant de couleurs dans la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que ces gorgones là? Et donc ça, c'est Paramurecia clavata, c'est la gorgone violette, tout Ok. simplement, Méditerranée. Donc on a la violette, ça c'est aussi Paramurecia, mais avec une face caméléon, avec les pointes jaunes, Ok. qui est une des plus grandes gorgones de Méditerranée. Les colonies atteignent 1 mètre. Ah ouais, mais même les anémones, tu vois, l'anémone jaune et tout. Ah, il y a une petite langouste, Il terrible. y a la langouste devant. Terrible. Et donc c'est vrai que la Méditerranée est très riche en termes d'invertébrés, de coraux, et on s'en rend pas compte du tout, quoi. Exactement. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un... Ouais, franchement, je découvre des trucs incroyables. Vous traitez l'eau pour qu'elle soit si clean, tu vois, genre, t'as quoi? T'as un système de filtration monstrueux. Voilà, tout à fait. Comment tu fais pour avoir un aquarium qui a l'air si sain, quoi, tu vois? Alors on a tous les bassins sont en réseau. Ok. D'accord. On a une filtration centralisée, donc on a 180 mètres cubes. en Ah tout. ouais, ok. Là, ce bassin-là, il fait 17 mètres cubes, mais Ok. il est sur un réseau de 180. Donc déjà, on a quand même D'accord, une stabilité. grosse inertie, quoi. Voilà, on a une inertie, on a une stabilité au niveau paramétrique. Ok. Et après, pareil, donc c'est un bassin, contrairement aux autres, on va plonger un peu moins souvent parce que pour éviter d'abîmer les animaux, etc. Mais on a Ok. quand même, voilà, on a eu un gros travail au début pour fixer les animaux. J'avoue, Ça, c'est mais- galère parce que quand t'es en train de plonger là-dedans, t'as pas envie de mettre un coup de pied dans la gorgone C'est ça, en 2 secondes. Donc c'est j'avoue, ça. tu dois être en mode Spider-Man à longer Alors, les parois. Exactement, la plongée, elle se fait pas avec la bouteille sur le dos, on a un narguilé, la plongée Ah, à d'accord. l'extérieur. Et on a une ventouse, par exemple, pour se fixer. Ah ok, pour pas un dériver. peu comme Spider-Man. Ok, effectivement. ouais, Donc, complètement c'est ça. quoi. Super cool. Dans le bac là-bas, ce qui est impressionnant, c'est des cérianthes. Ouais. Tu vas me dire qu'en Méditerranée, il y a des cérianthes si fluo. Oui, tout à fait. Alors, c'est des espèces en plus qu'on peut croiser à 5-10 mètres, on commence à les Ok. croiser. Et effectivement, certains individus sont fluorescents, donc on a un tube bleu au-dessus pour accentuer un Bien petit peu sûr. cet effet. Et aussi, on est dans un bassin épave, donc on est sur plateau continental à 90 mètres. Ok. Donc on a aussi voilà, cette espèce, le bleu est là aussi pour rappeler la profondeur. Bien sûr. Mais c'est des animaux, et du coup pour l'anecdote, c'est des animaux qu'on a depuis l'ancien aquarium historique. Ok. Donc c'est des individus qui ont entre 30 et 40 ans à peu près. Quoi? Donc c'est des animaux qui peuvent vivre très vieux. Oui. Mais c'est un verre, il vit combien de temps ce verre? Bah, sait pas. On sait pas. Nous, ils ont entre 30 et 40 ans maintenant. C'est un peu Incroyable, difficile de savoir. incroyable. C'est lequel ton bac préféré ici? Il y en a beaucoup, mais le coralligène est quand même, Ah, il est incroyable. est quand même assez incroyable, parce que comme tu disais tout à l'heure, on a souvent l'image de la Méditerranée avec des Ah animaux ouais. assez ternes. Et là, Ah ouais, et là c'est là, on vraiment... est sur une œuvre d'art un petit peu. sur Ah un tableau. complètement. Et puis même le scape que vous avez fait, la disposition des coraux et tout, c'est vraiment Puis trop beau. c'est vrai qu'on est content du résultat parce qu'on a passé beaucoup d'heures en plongée, beaucoup d'heures de réflexion avant, etc. Bien sûr. Et là, du coup, ce bassin, il a 5 ans. Et on a, depuis l'année dernière, pour la première fois, on a eu de la reproduction de Paramurecia, donc on a des colonies là qui sont Ok. fixées. Donc du coup, voilà, c'est un bassin qui vraiment évolue très vite. Et en train ce moment, de et- trouver son rythme de Ouais, croisière. ouais, il se stabilise bien. Question con, mais si t'as un poisson qui est pas bien, comment tu le rattrapes là-dedans? Et du coup, on plonge, et donc avec des épuisettes, on va Ah ouais, on belle va le galère. récupérer. On a une salle de quarantaine après où on a des traitements. Voilà, on travaille avec un vétérinaire. Il fait genre c'est facile, à mon avis tu peux mettre 2 jours hein, pour Il y a rattraper. il y a des Ouais, poissons, il y a des ouais. poissons ici là qu'on n'arrive pas à Ouais, attraper. bah ouais, c'est ça, c'est tu pas vois. simple, c'est pas C'est simple. ça. Et moi au niveau de la forme, là quand même qui me bluffe le plus, c'est celui-là là.
Oui. Celui-là, il est incroyable. Vous allez voir, les amis, il y a un retour là au-dessus et je trouve que c'est vraiment trop stylé. On a l'impression d'être sous la surface de l'eau et donc c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est l'effet voilà, qu'on voulait. C'est trop cool, on a l'impression de plonger en restant à l'air libre, quoi. Comment il fait de litre, celui-là? Celui-ci, il a 8 mètres cubes. 8000, ça va, on pourrait l'avoir à la maison. Celui-là, on en a un 2002, franchement, 8000 litres, 8000 litres, ça passe. T'as ça chez toi, t'es calé. Hein. Ah, franchement, tu vas plus bosser, tu restes devant toute la journée. Hein. Donc là, on est dans une autre partie de l'aquarium. Il y a des aquariums qui sont ouverts, j'adore, franchement le design est trop cool. L'épaisseur de la vitre en métacrylate, là, attention. Combien il fait de litres ce bac? Là, on est de mémoire, on est à 7 mètres cubes. 7000 litres, ok. Et donc ça, c'est un milieu bien particulier. Ça représente quoi en Méditerranée? Donc là, on est sur l'étang berge, en fait, sur la berge lagune en fait, de Sas-le-Cat. D'accord. Donc avec des milieux qui subissent des grandes variations paramétriques. Ok. Donc on a peu de diversité au niveau des poissons, par exemple, Ok. mais des animaux qui arrivent à s'adapter à ces variations. D'accord. Donc le mulet, par exemple. Ok. Et le mulet, fameux poisson très connu qu'on voit souvent dans les ports, Tout à fait. et ben il aime bien ce biotope. Ok, c'est trop cool. Comment tu fais pour que les gens ils mettent pas les mains dans l'eau? Ben, alors, certaines personnes le font, après nous on a été agréablement surpris, c'est assez rare, Ok. Même sur le bassin éclairé derrière qui ont Ok. tendance à monter, Ouais. ils mettent pas Tant trop mieux, les mains. les non, gens non, savent c'est se rare. tenir. On n'a rien trouvé dans les bassins. Qu'est-ce qui est galère dans ton métier? Parce que là, quand je suis là, je me dis, mais c'est génial, ils bossent dans des conditions de fou, les aquariums sont incroyables, il y a du volume, c'est impeccable et tout. Il y a bien des parties galères dans ton métier? Les parties galères, il n'y en a pas tant que ça pour être Ok. honnête, mais les parties galères, évidemment, quand on gère des animaux, quand on gère du vivant, ça va être plus un petit stress Ok. si on a un problème technique. Bien Surtout sûr. les galères qu'on va rencontrer, c'est surtout des problèmes techniques. Ok. Par exemple, une fuite, on peut avoir un matériel qui va lâcher, une pompe qui va lâcher, une pompe de circulation. Donc là, il faut agir très vite. Ok. Donc c'est plus des galères techniques qui vont Ok. intervenir. Tu fais beaucoup d'administratifs par exemple ou pas? J'en ai un petit peu, Ok. Du coup, donc c'est Pascal, donc tu vas voir sur la partie recherche aussi qui est conservateur. Moi, je suis conservateur adjoint. D'accord. Donc il y a par exemple sur des échanges d'animaux, on a Ok. une partie administrative. Tu passes pas tes journées les mains dans l'eau quoi? Non. T'as quand même une partie de ton taf qui est derrière un ordi. Voilà, je dirais que c'est 2 tiers de zootechnie et technique Ok. et un tiers Ok. administratif. Comment t'es arrivé ici? Tu faisais quoi avant? Du coup, j'ai fait formation aquaculture et aquariologie. Ok, Et ok. en fait, du coup, j'avais eu Pascal en cours Ok. et j'étais allé le voir pour faire un stage Ok. de fin d'année. Voilà, et après, à la suite d'un deuxième stage, il y avait un projet européen qui a commencé, un contrat sur la partie recherche. Ok. Et de fil en aiguille, j'étais sur la com de Tu recherche, t'es la com retrouvé- public, et Ok. le projet de nouvel aquarium. Et voilà, Ok, et tu t'es retrouvé à la tête du pôle aquarium public, quoi. Trop cool. Voilà. Et bah franchement, c'est passionnant. Je suis bluffé de la diversité des animaux de Méditerranée. Je comprends pas pourquoi les particuliers n'ont pas des aquariums méditerranéens. C'est Tu la, mets un la groupe température. froid, Voilà. et tu mets un Il groupe faut froid. Après, c'est aussi des autorisations de prélèvement. Mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des poissons de Méditerranée légalement? Alors, tu peux avoir des poissons méditerranéens, après, pas n'importe quelle espèce, des D'accord. espèces protégées, Ok. et c'est aussi des autorisations de collecte. c'est D'accord. aussi Mais on le- peut acheter par exemple du poisson? Il y a des gens qui vendent des poissons de Méditerranée? Alors, pour du particulier, non. Ah, Après, d'accord. pour du professionnel, oui. D'accord, mais pour les particuliers, non. Non. Ok, Non. d'accord. Donc en fait, si tu veux un aquarium méditerranéen, bah t'en fais pas et tu viens le voir, tu viens le voir dans les viens le voir, aquariums voilà. publics, Ouais, ouais. quoi. Ok, trop cool. Et ben Julien, merci beaucoup. Maintenant, on va Merci à toi. passer à la partie labo de recherche parce qu'il y a une énorme partie labo de recherche aquariophile et c'est bluffant. On a déjà fait un petit tour, c'est trop cool. Donc on va enchaîner avec Pascal, mais en tout cas, Julien, merci beaucoup. Bah, avec merci, plaisir, merci. avec plaisir. On se retrouve avec Pascal. Pascal, merci une fois de plus de nous accueillir. Avec plaisir. Donc Pascal, toi, tu es le boss de la partie recherche, c'est-à-dire qu'il y a une partie aquarium public, mais il y a une partie labo de recherche aussi. En fait, moi, je suis responsable du service qu'on appelle mutualiser l'aquariologie. D'accord. Donc, du coup, dans lequel il y a 2 pôles, pôle aquarium public et pôle aquarium de recherche. On a D'accord. aussi un pôle Ah, ok. enseignement. Tu chapeautes les deux. Mais Voilà. d'accord, ok. J'ai compris. Et je m'occupe aussi du programme de conservation. D'accord. Donc là, on est devant un aquarium d'un animal qui je trouve est très populaire en aquariophilie depuis quelques années, c'est la méduse. Et j'avoue que je ne savais pas qu'on pouvait autant concentrer les méduses dans un bac. Là, elles sont vraiment
vraiment touche-touche, j'ai envie de dire. Et tu m'expliquais qu'il n'y a aucun problème. Non, on peut les concentrer sur même plusieurs espèces en fait peuvent être concentrées comme ça. Et effectivement, plus on va les concentrer, moins elles vont grandir. D'accord. Ça c'est clair. Ok. Suivant ce qu'on va donner aussi à manger, et donc les quantités qu'on va apporter, elles vont plus ou moins se déformer. Donc il y a quand même une limite malgré tout. Ok. Mais c'est un animal qui vit en groupe, quoi. Tu peux il n'y a aucun problème. Dans la nature, on trouve des blooms de méduses à des moments donnés. Ah ouais. Et là, elles sont vraiment hyper concentrées. Là, on voit vraiment, c'est impressionnant, on voit vraiment la bouffe et tout, qui a été les petites noplis et tout, qui a été consommée, attrapée par les tentacules et tout. Ça mange beaucoup, genre un bac comme ça, tu le donnes quoi en noplis? Ça doit manger, on donne en général l'équivalent d'un ce qu'on appelle un bécher, là, d'à peu près quand même. 1 litre rempli de noplis. Ouais, donc, 1 litre de noplis par jour? Par jour. Alors après, dedans, dans le litre de noplis, évidemment, elles sont concentrées. C'est pas que des noplis, il y a de l'eau aussi. Ok. Mais oui, quasiment. Ah, donc ça mange quand même beaucoup. Ça mange beaucoup, ouais. Et ce qui m'impressionne, c'est que donc la méduse, elle a un cycle avant de finir comme ça, un animal qui va se laisser dériver et tout. C'est un animal qui va commencer en fait par être fixé quelque part. Voilà, la plupart des méduses, en tout cas la plupart des méduses de Méditerranée, elles ont un cycle de vie en 2 phases. Ça, c'est la phase adulte, qui est pélagique, donc qui vit en pleine eau. Et cette phase adulte va faire des œufs qui vont donner naissance à des larves qu'on appelle des planula, comme les larves des coraux. Okay. Ces larves, elles vont se fixer au fond, former des petits polypes, qui ressemblent un petit peu à des mini-anémones de mer. Je les vois là. Et à un moment donné, quand les conditions du milieu sont favorables, ces petits anémones de mer, elles vont se couper en tranches, elles vont faire ce qu'on appelle la strobilation. Okay. Et chaque tranche va faire une mini-méduse. Incroyable. Et donc on arrive à ça. Et on arrive en fait à ça. Okay. Et puis ensuite, après quelques jours, elles sont comme ça. Et après quelques semaines, elles sont comme ça. Et elles sont comme ça, exactement. Incroyable, incroyable. Donc ça n'est fixe, c'est ouf quoi. Ok, terrible. Alors à partir de maintenant les amis, Pascal il va nous emmener en fait dans plein de salles différentes parce qu'il y a une énorme partie recherche ici. J'ai halluciné, on a fait un tour, on a dû faire un tiers des salles et chaque salle j'étais là, waouh, mais c'est des projets différents de recherche autour de la biologie marine, de plein de choses et tout. Et c'est vrai que c'est très large les recherches que vous faites quoi. Donc là dans cette salle il se passe quoi déjà? Alors cette salle en fait c'est une salle qui est dédiée principalement à la production de proies vivantes. Ça fait beaucoup d'élevage. Ok, c'est pour ça qu'il y a tous les petits béchers. Voilà, on produit des rotifères, on produit des artémias, il y a des moments où on produit des copépodes. D'accord. Et tout ça va nous servir à élever après nos organismes marins tropicaux ou méditerranéens parce que par contre en aquarium de recherche on a aussi du tropical. Ah oui, donc en fait la Méditerranée c'est vraiment pour l'exposition au public. Tout à fait. Mais toi sur le côté recherche vous avez aussi beaucoup d'animaux tropicaux que nous on a l'habitude d'avoir dans nos aquariums, des poissons, des coraux et tout. Ok, donc là ici c'est la cuisine, trop cool. Eh ben écoute, je te suis, on enchaîne. Alors là les amis, là Pascal il nous amène dans une pièce. Bon déjà ça caille parce que c'est un corail qui vit au froid dans la Méditerranée. Comment il fait dans cette pièce là? Dans cette pièce il fait à peu près 15 degrés et les bacs sont entre 13 et 14 degrés. Voilà, donc on est un peu au frais. Alors ça, moi ça m'a fait halluciner. Donc je vais laisser Pascal vous expliquer, mais vous n'êtes pas près des chiffres. Vous allez voir, c'est fou l'âge de ces coraux. Alors qu'est-ce que c'est que ces coraux Pascal? Alors ce corail c'est le corail rouge, c'est une espèce emblématique de la Méditerranée, qui est une espèce quasi endémique aussi de la Méditerranée. Et qui va avoir une croissance extrêmement lente, quelques millimètres par an en longueur, des dixièmes de millimètres par an en épaisseur, donc ça grandit très très lentement. Une colonie qui fait 10 cm, en général, elle a une trentaine d'années. Vous vous rendez compte là, cette colonie, elle a quel âge? Cette colonie, elle a à peu près 130 ans. Quoi? La taille, elle est évaluée à 130 ans. L'âge est évalué à 130 ans en fonction de la taille. Est-ce qu'un corail, il vieillit? Alors un corail vieillit, mais en fait un corail, au fur et à mesure qu'il vieillit, le squelette qui vieillit finalement se dépeuple de ses polypes. Et la partie vivante est la partie la plus jeune. Continue de pousser. Continue de pousser. Donc en fait, il n'y a pas de signe de vieillesse. C'est pas comme chez un animal où tu vas voir le poisson, il va moins manger, il va être un peu plus maigre, le mammifère. Ok. On va avoir un squelette un petit peu plus abîmé à la base, mais globalement, la partie supérieure est toujours en pleine forme. Donc un corail ne peut pas mourir de vieillesse, sauf s'il y a On pourrait imaginer effectivement qu'un corail ne peut pas mourir. Le corail est immortel en fait. Quoi. Ok, incroyable. Pourquoi vous élevez ces coraux rouges là? C'est pourquoi? C'est pas pour faire des bijoux, les gens ils ont ça pour faire des bijoux? C'est une équipe de recherche, et d'ailleurs c'est un chercheur italien qui travaille chez nous qui s'appelle Lorenzo Ramanti, qui travaille vraiment sur ce modèle, le corail rouge. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est essayer de comprendre la reproduction de l'animal, la dispersion des larves. D'accord. Il a des grottes artificielles qui ont été créées en milieu naturel et il fait des transferts entre ces grottes artificielles, les aquariums. Il va conditionner des animaux dans les grottes artificielles, les ramener ici, les faire pondre, récupérer des larves. Il va fixer ensuite sur des plaques. Ces plaques seront remises en milieu naturel, il va mesurer la croissance. Incroyable. Voilà, et donc, ce qui est particulier chez vous, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent de la mer, qui passent par l'aquarium, mais qui repartent à la mer. Exactement. Alors d'ailleurs, c'est la philosophie de l'aquarium public. L'aquarium public, son objectif, c'est de ne pas être une prison à vie pour les animaux sauvages. On prélève des animaux juvéniles, on les fait grandir en aquarium,
On va les rebalancer ensuite dans le milieu naturel après réadaptation. Et l'idée, c'est d'expliquer au public que finalement, ces animaux sont les ambassadeurs de leur espèce pour le public, pour qu'ils expliquent au public Bien sûr. à quoi ils servent. Et ces animaux vont repartir en mer pour donner naissance à des nouveaux ambassadeurs. Donc toi, ça t'arrive parfois de récupérer un poisson, de prélever un poisson et quelques années après de le relâcher. Quelques mois ou quelques années après, de le relâcher. Incroyable. Ça te fait un petit truc quand tu relâches, t'es content? Ouais, alors ça me fait un truc quand je le capture. Ok. Voilà, Ok. c'est souvent un petit peu gênant parfois, Ok. mais par contre on se dit bon, on va bien s'en occuper. Ouais. Et ça fait effectivement très très plaisir quand on le Quand relâche. tu le relâches, c'est cool. Hein. Franchement, quand tu m'as dit ça, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Trop bien. Et bah écoute, ce corail rouge, incroyable. C'est tellement immense. Depuis tout à l'heure, on se balade, on remonte, on descend, on passe sous la mer, au-dessus de la mer, on arrive sur des terrasses. Incroyable, incroyable. Vous vous souvenez quand on a été chez Antinéa? Votre avis, ils viennent d'où ces aquariums? Tout ça, c'est un petit milieu, ils se connaissent tous, ils sont tous copains. Allez, venez. Que va-t-il ouvrir? Que va-t-il ouvrir? Oh là là là, oh là là, trop mignon, trop mignon. Regardez ça. Ici, c'est la salle d'élevage des poissons clowns. Donc c'est trop cool. Alors explique-moi Pascal, pourquoi tu reproduis des poissons clowns? Alors on élève des poissons clowns parce que c'est un bon modèle au niveau marin. Ok. Pour travailler sur la reproduction des poissons sans avoir besoin d'avoir des bassins énormes. Ok. La reproduction elle est à peu près maîtrisée maintenant, on sait bien faire ça. Et ça nous permet de travailler entre autres, donc c'est une équipe de recherche encore une fois qui travaille sur ce modèle, sur le rôle des hormones thyroïdiennes sur la métamorphose. D'accord. Donc, Ça a vraiment une vertu scientifique. T'élèves pas du Exactement, poisson clown tout à pour, fait. pour Et donc t'amuser, les quoi. hormones thyroïdiennes, en fait, elles vont être influencées par l'environnement, elles vont être influencées par des polluants. Et D'accord. donc ça va ensuite permettre de tester l'effet de certains polluants sur la métamorphose et donc de se D'accord. dire, ben tiens, les perturbateurs endocriniens dont on entend beaucoup parler, Bien sûr. ben, quand on les balance dans le milieu, voilà ce que ça provoque sur des larves de poissons insignifiantes mais qui Ouais, ne vont pas arriver au bout de bien leur sûr. cycle. J'ai compris. Pourquoi est-ce que c'est les seuls aquariums crades qu'on voit depuis le début de la visite? Vous ne nettoyez pas les algues? On nettoie pas les algues parce que quand on nettoie les algues, déjà on décale les pontes. Il faut savoir Ok. qu'on est en mode recherche, donc il faut D'accord. qu'on produise des pontes, des juvéniles, enfin des larves et des juvéniles de manière régulière pour les besoins scientifiques. Si on commence à intervenir, on décale les pontes. Là pour vous dire, On fait pas le ménage. Si tu fais le ménage, ça les stresse. Ça les stresse. Et Ok. puis surtout, nous on a un Google Doc en fait sur lequel les chercheurs vont venir s'inscrire et nous dire tel jour, telle heure, je prends telle ponte. Il faut ouais. absolument pas Ah que ça ouais. soit décalé. D'accord. Et puis ça nous permet aussi finalement de moins faire de changement d'eau. On est en eau de mer artificielle même si on est au bord Ok. de l'eau. Et ça nous permet de faire moins de changements d'eau puisque du coup les phosphates, les nitrates sont Ils sont absorbés aussi par les algues. les Ok. Donc en fait, au Donc, c'est niveau pour du ça. look, c'est un peu vert, mais pour les poissons, c'est que du top. Pas de stress et des paramètres très corrects. quoi. Exactement. Et après, il y a une autre problématique, c'est l'enrichissement. Quand D'accord. on est en expérimentation animale, et nous on est super sensible à ça, on fait de l'expérimentation animale et il faut qu'on soit hyper vertueux par Ouais, rapport à bien ça. sûr. Le fait d'avoir des algues, d'avoir quand même des biofilms, d'avoir des fois des algues filamenteuses qui poussent, ça enrichit le milieu, c'est Ok. ce qu'on appelle Ouais, l'enrichissement. bien sûr. Et ça stresse moins les poissons et donc Ça évite d'avoir un milieu totalement nu. et Totalement tout, nu, quoi. voilà, Ok, exactement. trop cool, trop cool. C'est lequel ton espèce préférée de poisson clown? J'aime bien le Sandaracinos Ouais, qui ils est sont ici. beaux. Ils sont beaux. Et alors après, dans mes préférés, c'est les Darwini. Donc Ah, les Darwini Black, là Les Black là, ouais. Ah, ils Ouais, sont ouais. magnifiques. Les Black, ils sont vraiment super beaux. Ils sont magnifiques. Ok, cool. Ok les amis, vous savez que je suis passionné par les filtres. Et ben là je suis dans un filtre en fait, je suis dans un filtre géant. C'est toute la partie filtration de l'aquarium, c'est un truc de malade mental. Quand tu vois la taille, c'est quoi des filtres à sable ça là-bas Pascal? C'est des filtres avec du verre frité en fait. Ah, avec le verre comme la piscine en fait. Pareil. Il y a des filtres là-bas qui sont remplis de verre pilé, donc c'est un très bon support bactérien aussi quoi. Enfin voilà, la filtration est monstrueuse, regardez ça, c'est monstrueux. Et ce qui est fou, c'est quand ta filtration elle est gérée par un écran. C'est-à-dire que là, regardez, il y a un écran, il y a une console qui gère complètement toute la filtration. Et donc on peut voir en temps réel les mesures de pH, la salinité, le taux d'oxygène, la pression qu'il y a dans les filtres à sable, les températures. Là, ça devient quelque chose. Hein. On n'est pas dans la petite télécommande GBAO qui te permet de passer de mode pulse en mode vague, hein, tu vois. Là, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Franchement, je pense que la filtration ici, elle coûte plus cher que ma baraque. C'est un truc de fou. Moi, ce qui m'a fait déjà plaisir, c'est quand tu m'as dit que tu avais des aquariums chez toi. Donc, c'est-à-dire que tu vis dans un aquarium public. à Tu passes tes journées avec les mains dans l'eau, les animaux. Mais à la maison, tu as encore des poissons. J'ai encore des poissons d'eau douce. T'as de l'eau douce, t'as J'ai pas d'eau de mer. Non, j'en ai eu, mais là Ok. j'ai arrêté. Ok, c'est quoi ton espèce préférée en eau douce? Qu'est-ce que tu élèves? T'es un coup de cœur pour Je quoi? suis beaucoup sur du Malawi, les gros prédateurs du Malawi. Ok. Les gros champsochromies, les gros Ok. dendrochromies, des grosses bêtes. Ok, donc t'as des gros bacs à la maison? J'ai des gros bags, 900 litres, 800 litres. Ah, pas mal, ok. Donc en fait, ça Une dizaine de s'arrête bacs. jamais, quoi. C'est-à-dire que quand Non. t'as pas
fini de nettoyer les filtres ici, il faut encore aller nettoyer chez toi. Voilà, quoi. j'ai des bacs dans le bureau, mes d'eau de mer par contre. Ok. Ce que tu m'expliquais, c'est que la particularité de l'aquarium de Bagnoul, c'est que donc c'est un grand centre de recherche scientifique. Il y a plus de 200 personnes qui travaillent ici, des étudiants, des gens qui viennent de toute la planète. C'est vraiment le poumon de ce petit village. Hein. Tout à fait. Et en fait, vous avez donc pas mal d'équipements marins, des bateaux, des trucs pour aller en mer, des drones sous-marins, des trucs. Donc tu passes quand même une partie de ton métier, c'est d'aller faire de la recherche, de l'observation et de la collecte sur le terrain. Quoi. Bien sûr, alors là c'est la partie la plus plaisante hein, avec l'aquario, c'est d'aller sur le terrain, de plonger. Je plonge quand même assez régulièrement, de jour, de nuit, en métropole, sous les tropiques. Là avec Rémi, on va aller à Tahiti le mois prochain. Donc, la vie est dure. Tu peux te taper un peu de mail avant si c'est pour partir à Tahiti. C'est clair. Mais c'est vrai que malheureusement, la journée classique, elle se passe beaucoup derrière l'ordi. Pas forcément que pour du mail, d'ailleurs. Il y a aussi des expertises, mais c'est vrai que le travail derrière l'écran est un petit peu. Ouais, quand tu veux être biologiste marin, tu te dis pas, je vais passer plusieurs heures. Ok, et dernière question, quel est ton plus beau souvenir aquariophile? Mon plus beau, reproduction de discus. Magnifique. Ouais, c'était un rêve, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ok. Et c'est vrai que ça c'était super sympa. Trop cool, ça peut paraître moins incroyable que des espèces que tu as ici, mais comme quoi, tu vois, chacun a son petit rêve et son petit comment dirais-je, son petit objectif dans sa passion. C'était trop cool. Je crois que maintenant on va enchaîner avec encore un de tes collègues qui lui est spécialiste de l'aquario pur dur. Voilà, et qui vraiment gère le pôle aquariologie de recherche du service mutualisé. Et il va nous parler, je crois, des crèmes solaires sur les coraux. Voilà, donc on a un projet de recherche qui vise à essayer de comprendre quel est l'effet que provoquent les crèmes solaires sur les coraux. Okay. Et donc c'est Rémi qu'on va voir, là, qui est responsable de la plateforme d'aquariologie de recherche et qui en plus est spécialisé sur de l'aquariologie récifale. Les amis, on se retrouve avec Rémi. Donc Rémi, tu es en charge de quoi? De la croissance des coraux, toi, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Donc du coup ici on va élever deux espèces, surtout une, donc Pocillopora damicornis, le corail chou-fleur, et également du Stylophora pistillata. Ok. Pourquoi ils sont pas colorés? Parce que c'est ta souche qui est pas colorée, parce qu'ils sont au top. Les conditions ont l'air au top du top. Alors ouais, en fait si tu veux, on va pas forcément travailler sur la coloration, faire du cooking à proprement parler. L'idée c'est qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient bien chargés en zooxanthelle. Et donc voilà, on laisse comme ça, mais on n'essaye pas forcément d'exprimer la fluorescence. Ok, tu t'en fous en fait, donc tu vas pas bastonner en lumière, tu vas pas faire en sorte de les colorer, c'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir des coraux magnifiques, c'est de fournir des coraux pour la science en fait. Tout à fait. Là ils sont marrons, donc ils sont bien chargés en zooxanthelle. Ça n'empêche qu'au niveau des paramètres, on va quand même maintenir des nutriments assez bas. Assez bas, ok. Grand maximum, on va être à 5 mg en nitrate. Et en PO4, on reste toujours aux alentours de 0,03. Ok, donc des paramètres parfaits en fait. Ça peut arriver que ça dépasse un peu, mais tout de suite on rectifie. Donc voilà. Les bacs, je vois, ils sont pas trop chargés en poissons, mais quand même, il y a quand même des poissons d'une bonne taille, donc tu assures les nutriments avec ça. Pourquoi tu mets des chelmons dans les bacs? Tout simplement, on va essayer de recréer un petit écosystème malgré qu'on n'ait pas énormément de volume. Et donc chaque poisson va avoir son utilité. Le chelmon directement pour prédater les éventuels heptasia. On nourrit pas mal quand même, on nourrit fort en Oplida-Artemia. Donc du coup, on peut avoir rapidement des explosions d'heptasia si on n'a pas un prédateur. D'accord, donc il est là pour réguler. Donc ce sont des bacs qui sont très conçus de manière coralliculture. Hein, vous voyez, c'est sur table, il y a un courant qui passe au-dessus, en dessous. Donc une très bonne circulation de la flotte, un bon brassage. L'équipement a l'air très simple, hein. On le voit, c'est pas du tout des usines à gaz. En bas, vous avez une décante avec un écumeur, de la pierre vivante, des tables en haut, 2 radions et tout, c'est pas mal. C'est pas mal simple en fait, j'ai envie de dire, et ça fonctionne plutôt très bien. Donc toi, ton métier ici, c'est quoi? C'est de faire pousser les coraux? Exactement, tout à fait. Donc c'est des coraux qui ont été collectés dans le milieu naturel il y a déjà presque 10 ans maintenant. D'accord. Et donc on maintient cette souche de manière à pouvoir continuer à faire des études dans le temps et toujours garder en fait cette souche-là. Donc Boris, tu es un des cofondateurs de Récifat Home, célèbre boutique récifale en France. Hein, vous êtes à la pointe de la techno, j'ai envie de dire, tu adores le matériel, tout ça, c'est ta passion aussi. Quoi. Il n'y a pas que les coraux et les poissons, il y a le matos. Exactement. Quand je rentre dans cette pièce, je me rends compte qu'en fait, même dans un labo de recherche à la pointe, ils utilisent le même matos qu'un particulier pour cultiver des coraux. Exactement, c'est ce qui se fait de mieux. Là, on voit les ramps, des radions. On a de la G5 Pro, on va avoir des pompes Toons, on va avoir tout un système de brassage, système de contrôleur de niveau, c'est du Toons aussi. Ouais, c'est du Toons là, le smolateur, Exactement, après on va avoir les écumeurs, voilà, c'est un peu plus ancien, là c'est du HS mais qui fonctionnait bien. On va avoir le système Triton qui est une méthode scientifique où là on voit qu'il y a les ajouts. Avec la donc ça c'est le belling, c'est pour maintenir des paramètres au top pour les coraux. C'est du belling évolué parce que du coup c'est vraiment avec des tests ICP qu'ils ont déterminé qu'il manquait des oligos, donc il y a des oligo-éléments en plus, des éléments mineurs en plus. On va vraiment alors le test ICP c'est quand on fait un test en profondeur de sa flotte. En gros tu peux tester ta flotte avec des tests à gouttes, mais si tu as envie de savoir ce qu'il y a vraiment dans ta flotte, tu prends un échantillon, tu l'envoies à un labo, maintenant il y a plein de concurrents et il te renvoie un papier qui te dit voilà dans ta flotte il y a ça et tu peux aller chercher des paramètres de choses qui sont indétectables avec des tests à gouttes. Au microgramme par litre, exactement. Voilà,
programme. Donc ça a révolutionné un peu l'aquario parce qu'aujourd'hui Ça a on peut complètement vraiment... révolutionné Ah l'aquario. ouais, on peut savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, tu as des marques qui cartonnent. J'avoue, Triton, en ce moment, ils sont en hype ici. Hein, tu vois, ils sont vraiment au top du top. Il y a un haut niveau. Et eux, ils vont aller vraiment te compenser des micro-éléments. Je sais pas si on dit micro-éléments, non, ça se dit pas. Les chimistes, ils doivent dire de quoi ils parlent. Quoi. Il y a des petits trucs. Non, mais après, tu as les oligos, les éléments mineurs. C'est les oligos vraiment qui vont aller chercher, mais aussi les éléments mineurs. Beaucoup de fois, on confond les deux, éléments mineurs et oligos. Ok. Ouais. L'iode est un élément mineur, c'est pas un oligo. C'est un exemple. Je prends un cours de chimie, il est en train de me Non, mettre ma race en chimie. Quoi. Alors Rémi, moi, il y a un truc qui m'a un peu surpris, je t'avoue. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Pourquoi est-ce que vos coraux, vous les fixez pas sur des petits plugs, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais vous les suspendez à des ficelles? Et j'avoue que les coraux, ils sont en lévitation. Pourquoi vous faites ça? Alors en fait, ça c'est des boutures qu'on a préparées, qui vont partir en expérimentation. Donc on a fragué. Alors par exemple là, sur des boutures qui font cette taille-là, elles ont à peu près 2 semaines. Maintenant elles sont 100% cicatrisées. Et donc elles vont partir en expérimentation. Et à l'heure actuelle, l'équipe de recherche qui travaille sur les coraux ici va étudier l'impact des filtres solaires qui sont présents dans les crèmes solaires, tout simplement. Ok, d'accord. Donc le but en fait, c'est vraiment d'avoir le moins d'éléments extérieurs. On va essayer juste d'avoir l'eau dans un bécher et juste un petit fil de nylon et que le corail. Tu ne veux pas en fait que le socle il va représenter une espèce de contamination en fait dans l'étude, j'ai compris. Donc en fait le fait de les suspendre comme ça, tu fais pousser des coraux sans avoir besoin de support. Mais le corail il kiffe comme ça être balancé au bout de son petit fil. Alors en fait, franchement ça pose pas de souci. Bien évidemment, on bombarde pas en brassage directement, tu vois. Donc la complexité c'est d'avoir un bon brassage malgré tout. Mais en fait, il va vraiment cicatriser à 360 et il va quand même continuer à prendre une croissance après vers la lumière, tout simplement. Bien sûr. La boutique souvenir, étape clé de n'importe quel aquarium, hein, on est d'accord. Les amis, je me sens très privilégié d'avoir pu vous amener ici dans ces conditions sans qu'il y ait personne, de pouvoir tourner à la cool avec toute l'équipe de l'aquarium qui a été adorable avec nous. Ils ont tout montré, toutes les pièces et tout, c'était vraiment très très cool. Je n'en reviens pas de la diversité des animaux de Méditerranée, c'est un truc de fou. Donc tous les gens qui disent ouais la Méditerranée en plongée c'est sous-coté, mes gars, mais c'est pas du tout sous-coté, c'est une folie. Donc franchement, on a passé un super moment, voilà. Le petit hippocampe et moi, nous vous remercions énormément de votre attention. Je remercie énormément l'Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer de nous avoir permis de faire vivre ces expériences. Franchement, c'est trop cool. En vrai, rentrer des caméras dans des labos de recherche autour de la biologie marine, perso, j'avais jamais fait ça, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir si vous êtes en vacances ou si vous êtes dans le coin, venez voir les animaux de Méditerranée ici, ça vaut carrément le coup et vous allez être bluffés. Un énorme big up à cet endroit, c'est vraiment top du top. Et nous les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche 14 h, le rendez-vous de qui? Des passionnés de quoi? Des animaux de compagnie. Allez, à la semaine prochaine, bisous, ciao.